Cette mission a été quasi oubliée, mais elle a pourtant marqué le retour des Américains dans la course à la Lune après le tragique accident d'Apollo 1 qui avait coûté la vie à 3 astronautes. Aujourd'hui, on revient sur la mission Apollo 7, le coup d'envoi de la conquête de la Lune. Nous sommes à la fin de l'année 1968 aux États-Unis. Après presque 2 ans sans vol spatial, la NASA relance son programme Apollo. En janvier 1967, un terrible incendie a coûté la vie à Gus Grissom, Roger Chaffee et Ed White lors d'un exercice au sol de la capsule Apollo. L'enquête qui s'en est suivie a révélé d'énormes dysfonctionnements techniques et des défauts de conception de la capsule qui doit quand même assurer une mission aller et retour vers la Lune. L'opinion publique et les politiques se sont alors posé la question. Et si tout cela ne valait pas le sacrifice de plus de vies humaines ? Et si le risque était trop grand ? Mais en réalité, les astronautes, dont Gus Grissom qui a péri dans l'accident, se sont maintes fois exprimés sur leur conscience du risque. Après tout, ce sont à la base des pilotes d'essai ou des pilotes de combat, et ils ont signé en sachant tout à fait que le risque était grand. Après l'accident, les astronautes ont beaucoup milité pour continuer le programme. Ils avaient été touchés plus que quiconque par la mort de leurs amis, mais ils ne voulaient surtout pas que leur mort s'avère inutile, ce qui serait le cas si le programme Apollo était enterré. La décision de continuer ne leur appartient pas, mais leur avis compte. Les développements des modules, lanceurs et capsules continuent, et une attention toute particulière est portée à la sécurité pour éviter au mieux qu'un autre accident mortel se produise. Bien évidemment, un environnement comme l'espace présente des risques, et malgré toutes les précautions, le risque zéro n'existe pas. En attendant de refaire voler des astronautes, la NASA procède à plusieurs lancements de composants d'Apollo, des fusées, capsules et modules lunaires se mettent donc à voler dans l'espace. Dans le même temps, le module de commande est totalement revu, notamment pour pallier aux faiblesses qui avaient conduit à la mort de l'équipage d'Apollo 1. Et en octobre 68, avec l'ombre de l'Union soviétique et les rumeurs de leur programme lunaire concurrent, c'est une première mission habitée qui se profile à la NASA, Apollo 7. Bien que le module lunaire soit absent et que la mission ne consiste qu'en un vaisseau tournant autour de la Terre, les astronautes ont les mêmes dénominations que lors d'une future mission lunaire réelle. Il y a donc un commandant, un pilote du module de commande et le pilote du module lunaire. Au poste de commandant, on choisit un vétéran du programme, Wally Schirra. Durant sa carrière, il a volé lors du programme Mercury et Gemini. Lors de Gemini 6A, il effectue un rendez-vous avec Gemini 7, ce qui nous offre des images exceptionnelles des 2 vaisseaux en formation au-dessus de la Terre. La mission Apollo 7 sera pour lui son 3e et dernier vol. Avec lui, on trouve Don Isley et Walter Cunningham qui s'apprêtent à réaliser leur premier vol spatial lors d'Apollo 7. Schirra, Cunningham et Isley vont finalement réaliser la mission originale d'Apollo 1. Pour eux, qu'on soit expérimenté ou non, il s'agit de voler dans une capsule dont l'efficacité n'a pas été prouvée. Jamais aucun humain n'a encore volé avec, et ce vol va déterminer si le programme Apollo a un vrai avenir. Ils vont passer 10 jours, soit l'équivalent et même plus qu'une mission lunaire, en orbite terrestre, à vivre dans cette minuscule capsule. Pas question d'un module lunaire, il s'agit uniquement de valider le module de commande et de service. Et vu qu'il se cantonne à l'orbite terrestre, pas besoin d'une Saturne V. Les astronautes vont voler à bord de sa petite sœur, qui elle aussi aura son premier vol habité, la Saturne 1B. La fusée Saturne 1B est une version raccourcie de la Saturne V. À la place des étages S1C et S2, qui sur une Saturne V se chargent de placer le module de commande et le module lunaire en orbite terrestre, on trouve le S1B, utilisé jusqu'à l'altitude de 70 km environ. Par la suite, c'est l'étage S4B, également présent sur la Saturne V, qui termine la mise en orbite. Avec un étage de moins et des moteurs moins puissants, la Saturne 1B est donc réservée aux vols ne nécessitant pas de se diriger vers la Lune. C'est une économie conséquente pour la NASA, et avec la proximité technologique entre la 1B et la Saturne V, elle permet un entraînement efficace pour valider la faisabilité d'un voyage lunaire. Tout comme le module de commande et de service, Apollo 7 est donc le premier vol habité de la Saturne 1B. Le 11 octobre 68, les 3 astronautes embarquent dans le module de commande qui va devenir leur habitat durant 1 semaine et demie. Sur le pas de tir,
Ils sont accueillis par Gunther Wendt, l'homme de confiance des astronautes de la NASA et plus officiellement le chef du pas de tir. Responsable des dernières opérations du pas de tir avant le décollage, il est également le dernier homme à serrer la main des astronautes avant leur départ de la Terre. Et sa présence lors du programme Apollo, on la doit à Wally Schirra. Je me suis arrangé pour que Gunther Wendt soit notre chef de pas de tir. Il avait travaillé pour McDonnell Douglas lors de Mercury et Gemini. Après l'accident d'Apollo 1, j'ai demandé à North American Rockwell de l'engager comme chef de pas de tir Apollo. Ils ont dit un truc du genre « Vous voulez un dessert avec ça ?» J'ai répondu « Je crois pas que vous comprenez par où je suis passé. Vous avez merdé, je veux un homme de confiance sur le pas de tir. » Au final, Gunther était là durant tous les vols Apollo, à commencer par le nôtre. North American l'avait engagé. Ce 11 octobre, les vents soufflent fort sur le pas de tir, ce qui inquiète notamment Wally Schirra, car en cas d'annulation et déclenchement de la tour de sauvetage, il y aurait un risque que la capsule soit ramenée au-dessus des terres. Or, à l'époque, la capsule d'Apollo 7 ne peut assurer la sécurité de l'atterrissage sur la terre ferme. Malgré ça, la NASA décide d'ignorer ce critère de sécurité et de continuer. À 10h45 ce matin-là, le coup d'envoi du programme Apollo est donné. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, we have ignition. Liftoff. We have liftoff. This is Flight Control. We have liftoff. Clear. 12 seconds out. The roll program has commenced. It's tracking good. 24 seconds out, and Schirra reports the pitch program has commenced. 5,005 degrees. Roll complete. 40 seconds. The roll program is Roger, complete. right. Nice. Get a little noisy now. Seconds. The cabin is relieving. Schirra reported a little noise. 1 minute. Seconds into the flight, all systems go on the ground and in the air. We're 1 minute, 40 seconds. Director asked the flight dynamics officer to relax it. We suggest Mark 2 minutes. Roger, we're going here, Jack. We're having a status check. Apollo 7 has been given a go. 2 minutes, 15 seconds. Inboard engines have shut down. Outboard engines have shut down. Schirra call both events. He's got ignition and release we're up to thrust on the second stage. La mise en orbite se passe comme prévu. Wally Schirra est en revanche furieux que le critère de sécurité des vents ait été ignoré. Et on peut le comprendre. Ce sont avant tout les astronautes qui prennent les risques, et ce vol est dans la suite directe d'une tragédie qui a coûté la vie à 3 de ses amis 2 ans auparavant. Je me suis dit, ok, s'il décide de ne pas respecter les règles, je vais pas me gêner. Désormais, je jugerai de si je dois les respecter ou non. Après la mise en orbite, le module de commande se sépare du S-4B. Au centre de celui-ci, une cible. Lors des missions lunaires, la coiffe au-dessus de cet étage abritera le module lunaire. Les astronautes vont donc s'entraîner à récupérer un module lunaire imaginaire. Sauf que les panneaux protecteurs, censés s'ouvrir comme des pétales de fleurs, ont un léger souci. Un des panneaux ne s'ouvre pas totalement.
Ce n'est pas dérangeant lors d'Apollo 7, qui ne contient pas de module lunaire, mais ça peut potentiellement poser des problèmes quand le LEM sera présent. Cette expérience permet alors de décider qu'à l'avenir, ces panneaux seront totalement éjectés. Apollo 7 change alors son orbite avant de la changer à nouveau et faire un rendez-vous parfait avec l'étage S4B. Cela permet de tester l'impressionnant moteur du module de service qui est censé être allumé plusieurs fois autour de la Lune lors des missions futures. Et bien sûr, la demande de Houston de faire une diffusion en direct en même temps est rejetée fermement par Chira. Je ne voulais pas faire des choses dans un ordre qu'on n'avait pas répété au sol. On devait tester le circuit de télévision avant de diffuser. C'est prévu pour la veille de la diffusion. Mais le jour de ce test, ils nous ont demandé de diffuser pendant ma manœuvre de rendez-vous avec le S4B. Je ne voulais pas que quoi que ce soit de non important interfère avec une manœuvre aussi sensible. On avait prévu de diffuser le lendemain, on diffuserait le lendemain. Je leur ai donc dit qu'on reportait à demain. Ça faisait sens pour moi, mais pas pour eux. De plus, Chira a attrapé un rhume qui bouche ses sinus. Le médicament qu'il prend, testé lors de cette mission, sera d'ailleurs commercialisé quelques années plus tard sous le nom d'Actifed. Le rendez-vous avec le S4B est un succès. Le module de commande tourne autour de l'étage à une vingtaine de mètres de distance. Cette manœuvre permet également de valider qu'il est possible d'aller chercher avec le module de commande le module lunaire, si jamais il est bloqué en orbite au retour de la surface lunaire. Après ça, les deux vaisseaux s'éloignent l'un de l'autre et d'autres tests du module de commande et de service sont lancés. C'est le 13 octobre que la première diffusion TV en direct est faite, lors d'Apollo 7, depuis un vaisseau américain. Les astronautes ont désormais tous les trois un rhume, les relations sont toujours un peu tendues avec Houston, mais pour cette diffusion TV, les sourires sont présents. You're picking up, I can read it now, just a minute. It says from that lovely Apollo something. You guys should write Apollo room. High atop everything. High atop everything. Looks good. I can see Wally Hamlin now. Don has a smile on his face, and there's Walt. Okay, what's the next one? A little closer, Wally. It says keep those cards coming. Cards and letters coming in. Coming in, folks. It's loud and clear. 7 diffusions en direct ont lieu durant toute la mission. L'événement, inédit à l'époque, a même pour conséquence d'offrir aux astronautes un Emmy Award spécial. Le moteur SPS du module de service, lui, est allumé 8 fois en tout. La nourriture est testée également, puisque pour la première fois dans une mission américaine, les astronautes peuvent ajouter de l'eau chaude ou froide à leur repas. Même si chaque astronaute a choisi son menu à l'avance, ils admettront avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Le S4B, pendant ce temps, se désorbite et effectue une rentrée dans l'océan Indien. Les relations avec le sol, elles, ne sont toujours pas au beau fixe, particulièrement sur la fin de mission. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer après 11 jours de vol, un record de durée de vol américain pour l'époque, les astronautes demandent à ce qu'ils ne portent pas leur scaphandre lors de la rentrée atmosphérique. Pour Houston, c'est inconcevable. Ce vaisseau n'a jamais été testé lors d'une rentrée avec des astronautes à bord, et la NASA préfère que les astronautes soient équipés du scaphandre, en cas de dépressurisation accidentelle de la capsule, mais aussi parce que les casques absorbent le choc lors de l'amérissage. Mais Chira argumente que le scaphandre pourrait les empêcher de se moucher et de gérer le problème de mucus dans leur sinus, tandis que la gravité affecte l'écoulement et la pression bouche leurs oreilles. 48 heures avant la rentrée, après de vifs échanges avec le Mission Control, l'équipage impose ses directives et gagne ses négociations. Durant la rentrée, les astronautes ne portent ni gants ni casque. Pour protéger leur tête de l'impact avec l'océan, les astronautes fixent des sacoches de nourriture sur leurs appuis-têtes. La rentrée se passe plutôt bien, mais c'est au moment de l'amérissage dans l'Atlantique qu'un événement inattendu se produit. Après avoir touché l'eau, la capsule se retourne, le bouclier thermique en direction du ciel. Les communications et l'émetteur de récupération sont donc immergés et le contact n'est pas possible avec l'équipe de récupération. Heureusement, cette situation avait été anticipée par les ingénieurs avec un système de ballon gonflable positionné sur la tête de la capsule. Ainsi, la capsule finit par retrouver sa position normale et 1 heure après leur amérissage, les astronautes sont extraits de la capsule. C'est la fin de la première mission Apollo habitée et le début de la course à la Lune du côté américain. Wally Schirra prend sa retraite de la NASA après Apollo 7, après avoir mené l'enquête sur l'accident de LLRV de Neil Armstrong qui a failli lui coûter la vie. Après avoir quitté la NASA, il rejoint Walter Cronkite aux commentaires des missions lunaires sur CNN et il va mener également une carrière dans les affaires. Il nous quitte en 2007
à l'âge de 84 ans. Don Isley ne retournera jamais dans l'espace. Après son vol, il est assigné à l'équipage de réserve d'Apollo 10, malgré le fait que l'équipage d'Apollo 7 ait perdu toute confiance de la part du Mission Control, dont Chris Kraft qui ne souhaite plus travailler avec Schirra, Isley et Cunningham. De 70 à 72, Isley devient consultant technique au centre Langley de la NASA. Il se lance lui aussi dans les affaires et participe au vol d'observation de la comète de Halley à bord d'un Concorde. Il nous quitte en 87. Enfin, Walter Cunningham est aujourd'hui le seul astronaute encore en vie de l'équipage d'Apollo 7. Il quitte la NASA en 71 sans avoir fait d'autres vols et se lance aussi dans les affaires. Aujourd'hui, il continue de partager ses mémoires de l'époque Apollo au grand public, mais ses positions climato-sceptiques sont fortement critiquées dans l'opinion publique. Walter Schirra avait demandé à la NASA de nommer le module de commande Phoenix, en référence au phénix qui renaît de ses cendres après la tragédie d'Apollo 1. La NASA avait refusé, mais le symbole était particulièrement bien trouvé pour cette mission qui marquait le retour des Américains dans l'espace près de 2 ans après Apollo 1. Aujourd'hui, on se souvient d'Apollo 7 en grande partie par rapport à ce qu'on a appelé la mutinerie spatiale de l'équipage, mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que sur tous les autres plans, cette mission fut un succès total. L'année 1968, une année particulièrement morose sur Terre, se terminera avec l'exploit d'Apollo 8 qui se dirigera vers la Lune pour un Noël en orbite. Cet événement, qui aura une répercussion mondiale et qui sauvera l'année 68, sera rendu possible par la mission Apollo 7 qui aura validé auparavant tous les aspects techniques des lanceurs et modules Apollo. Apollo 7 marque aussi le dernier lancement de Saturne 1B du programme, puisque désormais, les autres missions Apollo utiliseront la Saturne 5. La Saturne 1B ne reprendra du service qu'après Apollo, pour les vols habités vers la station Skylab, à bord de laquelle une autre mutinerie spatiale aura lieu. Mais au-delà de tout ça, Apollo 7 restera le coup d'envoi du voyage de l'homme vers la Lune. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur Apollo 7. Vous voyez, on commence à compléter un peu toute la série Apollo. Et sûrement, Apollo 17 sera refait. Voilà, je le dis comme ça en passant. Je tenais à remercier particulièrement Hugo Lisboire d'avoir fait cette petite voix de Wally Schirra. C'était super sympa de ta part. Comme d'hab, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un like ou mettre un commentaire pour le référencement, etc. etc. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? On se demande. Et puis voilà, je sais pas trop quoi vous dire, donc je vous souhaite une bonne rentrée, parce que ça y est, on est rentré. Et puis à très bientôt sur la chaîne Stardust. Ciao.